Bonjour à tous de Pointe-à-Pitre à Paris de Fort-de-France à Cayenne. On vous salue dans le ZCL en direct aussi de RHT avec notre ami Mendy qui est déjà là. Bonjour. Bonjour Danick. Qui va dérouler tout à l'heure les titres de l'actualité. Ce midi, on devrait avoir au téléphone Patrick Caram. On espère qu'on pourra le joindre pour une réaction suite à la nomination du nouveau ministre des dernières colonies, c'est Laura Flessel. Tout à l'heure, on va parler avec Raphaël Lapin. C'est un jeune doctorant guadeloupéen qui vient de sortir un ouvrage qui fera sûrement le buzz, ou en tout cas parler de lui. Autonomie manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe. Il est en direct avec nous. Nous devrons aussi recevoir un peu plus tard nos chroniqueurs habituels. Bien sûr, Jocelyne Nampri, le mouvement Nampri. On va recevoir aussi Mina Yankamala, qui est psychologue motricienne. Et aussi, comme chaque semaine, nous aurons le CSM. Le CSM, c'est pas un club de football, comme je dis chaque jour. C'est la culture selon Martine. Mais avant, nous aurons bien évidemment notre invité principal, Olivier Servat, qui est député, qui est prochain ou prévu comme député. Enfin, je m'avance. Prévu comme député. En tout cas, il sera au législatif bientôt dans la circonscription qu'il affectionne tant, celle de l'actuel député Éric Jalton. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire en avant-première des invités. Les titres de l'actu avec Mendy tout de suite. Et oui, nous parlerons aujourd'hui, très politique, vous le savez, suite donc à la nomination d'une ultramarine qui a donc fait ses preuves déjà, Annick Girardin comme ministre de l'Outre-mer et également de Laura Flessel qui, elle, est au ministère donc, des Sports. Nombreuses seront les réactions donc, dans cette édition, notamment nous aurons celle de monsieur Harry Chalus, président de région. Nous parlerons également de sport puisque la ville des Abîmes, en partenariat avec la MJC, organise la 2e édition du Guada Basket Camp. Ce sera donc au mois de juillet prochain, ça va durer à peu près plus de 10 jours. Et puis on terminera avec le parcours du cœur, c'est la 42e édition, ça se passe donc à Dayay, il passe tout au niveau du littoral de Dayay, au départ donc de la maison des aînés. Tout ça, ce sera donc après l'interview de notre invité. Voilà Danick. Voilà, merci. Je vous l'ai dit, un ouvrage à peine 100 pages qui vient de sortir aux éditions Jazer, ça s'appelle Autonomie, il est en rouge d'ailleurs, c'est un hasard, Autonomie manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe. C'est un jeune doctorant guadeloupéen, Raphaël Lapin, qui l'a sorti à quelques jours des élections, en même temps du changement de gouvernement français. Tout ça, c'est destiné à faire le buzz, c'est pas un hasard, mais enfin, le fond est intéressant puisque Raphaël Lapin se propose de nous réexpliquer, d'expliquer aux Guadeloupéens en tout cas ce que devrait être une autonomie. Bonjour Raphaël Lapin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas membre du Parti communiste. Non, je ne suis pas membre du Parti communiste. Parce que c'est le mot d'ordre, ça. Effectivement, le fait de manifester, il y a Karl Marx qui a écrit un manifeste pour le Parti communiste. Oui. Et puis voilà que j'ai écrit un manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe. Pour l'autonomie. Pour l'autonomie. Et vous savez que c'est le mot d'ordre actuel et depuis 1958 du Parti communiste guadeloupéen qui propose une autonomie en union avec la France, étape vers l'indépendance à un moment donné. Ils ont enlevé étape vers l'indépendance. Alors, pourquoi aujourd'hui un ouvrage sur l'autonomie ? Pourquoi ? Alors, à titre liminaire, on a évoqué rapidement les nominations ministérielles. Oui. Je tiens tout de même à saluer la nomination de Madame Girardin, avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler, oui. Et qui a déjà été ministre, puisqu'elle était à la fonction publique. Girardin. Tout à fait, elle était à la fonction publique, et je sais l'énergie qu'elle s'est déployée dans les projets qu'elle entreprend. Et puis aussi la nomination de notre compatriote Laura Flessel au ministère des Sports. Oui. Pourquoi un ouvrage comme celui-là ? Parce que c'est une question qu'on met trop vite, trop souvent sous le tapis, et rouge parce que c'est une question qui demeure brûlante sur nos lèvres. Oui. Sur mes lèvres en particulier, parce que en tant que collaborateur parlementaire, je me suis rendu compte qu'à bien des égards, les textes législatifs qui devraient s'appliquer dans les Outre-mer sont trop souvent inadaptés à nos problématiques locales. Oui. De la même manière, en tant que j'ai écrit il y a de ça 1 an un essai sur la libre concurrence, sur le droit de la concurrence, et j'en suis arrivé aux conclusions que le droit de la concurrence est tout simplement inappliqué dans nos territoires. Oui. On a eu en 2012... Pas seulement cette loi, plein de lois qui ne sont pas appliquées. Justement, c'est une illustration finalement. Oui. Donc on a d'un côté des lois qui sont inadaptées, de l'autre côté des lois qui sont inappliquées. Donc on traduit ça comment ? Par un problème d'exécutif et par un problème législatif. Pas simplement, c'est peut-être même plus que ça. Je crois que dès la création de ce qu'on appelle le département d'outre-mer, l'État français a bien voulu faire la
différence entre ce qui est, comme vous dites, outre-mer, qui est un terme que j'utilise peu ou pas, et ce qui est France, quoi. Tout à fait. C'est une discrimination, en fait. Et finalement, on en arrive à cette contradiction que je décris dans l'ouvrage, qui est une assimilation législative, qui, en même temps, se traduit par un renvoi de l'autre côté de la mer des territoires. Et il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne matche pas. La fabrique de la loi est de l'autre côté. C'est comme si vous mettiez votre cerveau à 15 km du cœur et des restes des membres. Ah ben, de toute façon, le cœur ne pourra jamais pomper pour aller irriguer d'informations le cerveau qui se trouve à 6745 km. Donc il faut rapprocher, si ce n'est le cerveau, en tout cas un hémisphère du cœur battant de la Guadeloupe. Et vous pensez qu'au niveau de l'État français, il y a cette volonté, honnêtement ? Il me semble que la volonté à ce stade, et c'est ce que je décris également, la volonté n'existe pas, et elle n'existe pas non plus sur notre territoire, parce que justement on entretient un amalgame entre ce que serait l'autonomie et ce qu'est l'indépendance. Un amalgame aussi sur l'issue d'une éventuelle indépendance d'un territoire. Pour le coup, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit, dans le cadre de la République française, sur la base d'une disposition de la Constitution française, de choisir un statut qui nous convienne. Oui, même s'il serait provisoire. Ou une étape. Alors là, ça n'engage que vous. Oui, non, c'est une question. Pour moi, on peut se réaliser, je prends des exemples, je regarde la Polynésie française qui cherche, en tout cas par le gouvernement actuel, à aller aux confins de l'autonomie, c'est-à-dire nouer une relation partenariale avec l'État. J'écoutais ce matin le nouveau ministre de l'Intérieur qui expliquait la démarche partenariale qui devait exister entre les collectivités locales et l'administration centrale. Je crois que de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est la marche du monde et c'est ce vers quoi on devra tendre, qu'on le veuille ou non. Alors plutôt que d'attendre que d'autres nous imposent des modifications et une évolution, allons-nous préparer l'évolution que nous voulons. Alors justement, dans votre ouvrage, c'est normal, c'est une réflexion, je n'ai pas trouvé le mode d'emploi pour y arriver. Il est à la fin. Il est à la fin. C'est les articles 73 et 74, c'est ça? Tout à fait. Non seulement ça, mais aussi le fait, pour moi, il y a deux qualificatifs qui sont importants. C'est le qualificatif d'autonomie programmée et d'autonomie calibrée. C'est-à-dire une autonomie qu'on va faire ensemble et une autonomie qui sera adaptée pour notre territoire. Il est là le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est faire ensemble. Et ensuite, j'ai donné des exemples très concrets de ce que pourrait être cette démarche vers l'autonomie. Mais alors là, j'ai envie de vous dire, à l'étape actuelle de la Guadeloupe et de nos politiques, c'est presque de la fiction. Parce qu'en 2003, ça a été écarté d'un revers de main. L'Assemblée unique dans le même temps, etc., etc. La Martinique et la Guyane ont fait un petit pas, vraiment un petit pas dans l'institutionnel, par le statutaire. Saint-Martin a fait un pas vers le statutaire ainsi que Saint-Barthélemy, mais en Guadeloupe, le débat n'existe même pas. Parce qu'on ne le suscite pas. Et c'est tout l'intérêt de sortir cet ouvrage à cet instant clé. On est à un instant où on est à la fois dans un mois des mémoires, parce qu'on a célébré le 10 mai la commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage. Le 27 mai, on va faire la même chose en Guadeloupe. Et puis en même temps, on est à une période charnière des élections électorales, en tout cas de l'avenir électoral de la Guadeloupe. On a sur 4 circonscriptions, 4 parlementaires qui ne se représentent pas à leur succession. Donc il y a là tout un intérêt à sensibiliser nos futurs élus à cette évolution statutaire et à ce débat-là. Je ne veux pas vous décourager, Raphaël. Vous ne pourrez pas. Non, je ne veux pas vous décourager, mais vous me direz dans 6 mois combien de parlementaires ont lu, ou combien de Guadeloupéens élus qui auront lu. Je me ferai un devoir qu'ils l'aient tous en leur possession et qu'ils le lisent tous. Qu'ils le lisent. Je m'en ferai un devoir. Alors, je voulais vous poser une autre question, beaucoup plus large. En lisant votre livre, j'ai vu que vous faites attention à être vraiment dans les clous, du point de vue, en toute façon, pour qu'on ne confonde pas autonomie et indépendance. Vous avez dit, mais à la fin, la déclaration de Basse-Terre, qui était à l'époque perçue comme une marche vers l'indépendance. Je vous l'accorde. Est-ce que vous pensez aujourd'hui dans votre analyse, objectivement, que la Guadeloupe est encore sous une domination coloniale? C'est une bonne question. Je sais. C'est une bonne question parce que pour moi, le poids de l'histoire est là.
il existe. Dans mon précédent ouvrage sur la libre concurrence, j'explique comment l'exclusif colonial qui traduisait les relations... 17e siècle. Exactement. Entre la métropole et ses colonies avait encore une prégnance sur nos relations commerciales avec l'Hexagone. Et je crois que... Parce que les comptoirs où ils ont changé de nom, tout à fait. Ils sont toujours là. Tout à fait. Donc on s'inscrit dans une sorte de système répétitif, mais plutôt par force cinétique. Parce qu'on est entravé, parce qu'on a peur. Lorsqu'on dit que les chaînes ne sont plus dans les pieds, mais elles sont dans la tête, je crois que c'est une réalité. Et c'est pour ça que je me dis, à un moment donné, il faut nommer le réel. Il faut dire ce vers quoi on veut aller. Et surtout, faire un travail de pédagogie. C'est tout l'intérêt de cet ouvrage, que j'ai voulu très accessible. C'est aussi tout l'intérêt de l'association du droit et de l'économie des collectivités d'outre-mer que nous avons créé avec des camarades à Paris et dans les territoires. Parce que souvent, ce qui s'est passé, vous le savez, si vous regardez la presse d'il y a 30-40 ans, on écrivait « autonomie égale assiette vide »,« autonomie égale indépendance », etc. Il y a toute une polémique, enfin même pas une polémique, une propagande faite par les politiciens. Je ne vais ne pas nommer, M. Lurel en 2003 le disait encore, autonomie, assemblée unique, autonomie, enfin on mélangeait statutaire ou institutionnel volontairement et on effrayait les gens. À telle enseigne, ils ont dit pas de sécurité sociale, pas de CAF, enfin bref, c'était des assiettes vides quoi. Alors aujourd'hui, quand on dit autonomie à des Guadeloupéens, ils pensent indépendance. Mais c'est pour ça involontairement même. C'est pour ça qu'il faut bien expliquer les choses, prendre le temps de poser les choses. La première phrase de l'ouvrage, c'est « il ne s'agit pas d'indépendance ». Après avoir livré une courte définition qu'on retrouve dans le dictionnaire Larousse, je dis « il ne s'agit pas d'indépendance ». Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes, de ce que nous voulons. Vous savez, finalement, l'autonomie, c'est une boîte. C'est une boîte de la même manière qu'il y a une boîte qui s'appelle article 73. On est dans la boîte article 73 pour l'instant. C'est assimilation législative. Eh bien, à nous de remplir la boîte Raphaël, excusez-moi, je crois qu'on a en direct monsieur Patrick Karam, parce que je lui ai demandé. Pas encore ? Maurice Cessé. Ah, Maurice Cessé, on a Maurice Cessé d'abord. On va d'abord prendre Maurice Cessé qui nous appelle. Maurice, bonjour. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour Maurice, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. J'imagine que vous êtes encore à l'Élysée et après les nominations et que vous avez quelques réactions à nous faire part. Oui, tout simplement pour dire non, je me trouve au niveau de la cour du ministère des Outre-mer où la passation de pouvoir entre Éric Cabaret et Annick Girardin vient tout juste de se terminer. Annick Girardin, donc, qui a été nommée ministre des Outre-mer cet après-midi. Je rappelle qu'elle connaît un peu des territoires d'Outre-mer puisqu'elle était au poste de conseiller territorial de Septière-et-Miquelon. Elle a été également ministre de la fonction publique sous la présidence de Hollande et également secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie. Alors évidemment, une passation de pouvoir où Cabaret a mis en avant les différentes actions qu'elle a eu à mener ici, et notamment la loi égalité réelle qu'elle a portée. Elle a évidemment salué ses prédécesseurs, Victor Lurel, Georges Boulanger. Il faut noter aussi que, bien voilà, c'est terminé les Outre-Marins ici au ministère des Outre-mer, après Doc Marius Panchard, Victor Lurel et Georges Boulanger et Cabaret, bien, nous avons Annick Girardin, mais qui connaît quand même les territoires d'Outre-mer. Donc une passation de pouvoir avec évidemment tout le personnel du cabinet de la ministre qui était présent il y a encore quelques minutes. Les deux ministres, et bien la ministre Madame Girardin est actuellement dans les bureaux d'Éric Cabaret. Madame Barré vient tout juste de quitter la rue Oudinot. Donc voilà, évidemment, comme vous le devinez, ces moments de passation sont toujours des moments assez émouvants entre les personnels, entre la presse, puisque bon, il y a eu des entretiens, des personnes qui se sont vues pendant des mois, et c'est toujours avec un peu d'émotion qu'on voit une ministre arriver, une ministre qui doit partir. Voilà, je vais de toute manière vous envoyer les quelques images que nous avons tournées cet après-midi pour vous, et dans l'édition de 18h30, vous écouterez la première interview de Annick Girardin, donc nommée ministre de l'Outre-mer. Alors, bien évidemment, il faut saluer aussi Laura Flessel, tout de même, qui a été nommée ministre des Sports. C'est une belle promotion pour notre escrimeuse guadeloupéenne. Voilà, ce que je pourrais vous dire, c'était donc que Maurice Cessé, depuis la cour de la rue Oudinot, au ministère des Outre-mer, pour la passation de pouvoir entre Madame Éric Cabaret et Annick Girardin, donc qui est née, je vous le rappelle quand même, il faut le souligner, à Saint-Malo en août 1964. Merci donc Maurice Cessé.
on attend effectivement les premières réactions de la nouvelle ministre guadeloupéenne. Il s'agit de Laura Flessel. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir. Alors, je reviens vers vous, Raphaël Lapin. Est-ce que vous avez discuté avec les membres du Parti communiste guadeloupéen avant d'écrire cet ouvrage? Je pose la question. Non, je vous avoue que non. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, il faut peut-être... Vous aviez peur d'être influencé? Non seulement ça, mais il faut aussi en revenir à la genèse. Ça part d'une expérience personnelle, cet ouvrage. Ça part surtout de ce que j'ai en moi et qui traduit ce que je veux pour mon pays. Donc là-dessus, je n'aurais pas voulu que d'autres viennent interférer sur cette... Mais vous êtes d'accord qu'il y a convergence entre ce que vous dites et ce qu'ils écrivent? Parce que ce que vous n'écrivez pas, mais enfin, ils le pensent, je me fais l'avocat du diable, ce que dit le PCG en général. Ils veulent domestiquer le pouvoir en Guadeloupe. Est-ce que vous êtes de ce point de vue-là? Je ne sais pas si l'expression domestiquer serait la bonne. Je pense qu'il faut rapprocher la gouvernance de notre territoire. Il y a une distinction fondamentale entre la souveraineté, qui relève des matières régaliennes, et qui doit rester l'apanage de l'État français, et ce qu'on appelle, ou ce que le philosophe Michel Foucault appelait, la gouvernementalité. Et là-dessus, il s'agit de rapprocher les moyens de gouvernance de notre territoire et de nos problématiques locales. D'accord. Bien, écoutez, Raphaël, je le dis, votre ouvrage tombe à pile. Il y a prévu une signature ces jours-ci? Tout à fait. Alors, 2 rendez-vous. Le premier, c'est demain soir, au Memorial Act, à 19h. Donc, ce sera la salle des ateliers modulables, pour une conférence débat en présence de Pierre-Yves Chicot, de Didier Détouche et d'autres invités, Axel Collangean, qui sera précédé d'un intermède musical avec Alan Sondorayan. Et puis, un autre rendez-vous, c'est samedi, entre 10h et 13h, à la librairie générale Jazor. Ouvert au public ou, oui, tout à fait. Ou sur invitation? Non, c'est ouvert au public. Et samedi, ça sera la signature aux éditions à la librairie Jazor à Pointe-à-Pitre. Ben, on vous remercie en tout cas d'être venu. Je rappelle le titre de cet ouvrage qu'il faut avoir lu, Autonomie, manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe, édition Jazor. C'est de Raphaël Lapin, jeune doctorant guadeloupéen. Merci en tout cas d'être là. Merci, monsieur. On continue l'information, il est 12h52. On va tout de suite partir avec Mendy vers l'information, puisqu'on devrait avoir tout à l'heure Olivier Servat, mais avant on continue à dérouler le fil de l'actu. Oui, on continue avec les réactions. On commencera avec celle de monsieur Harry Chalus, qu'on a donc pu avoir par téléphone. C'était donc ce matin. On écoute tout de suite. J'ai soutenu Emmanuel Macron parce que j'avais mes convictions avec des idées portées à ce jeune nouveau président. Et aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait que Annick Girardin, qui est une femme avec qui j'ai travaillé, soit nommée à l'outre-mer, et surtout notre petite bourgeoise guadeloupéenne, Laura Flessel, au sport. Donc, je suis vraiment très satisfait, je le dis, je suis content. Et Emmanuel Macron était le président pour 5 ans. On a le temps de voir. Je n'avais pas d'exigence concernant aucun poste de ministre. J'ai fait un travail, je suis satisfait du travail réalisé. Ouais. Donc aujourd'hui, vous dites aux Guadeloupéens que vous continuez à travailler dans la mouvance d'Emmanuel Macron. Non, je continue à travailler pour les Guadeloupéens avec les engagements que j'avais pris au niveau de la région. Nous avons donc très gros dossiers à mettre en place. Nous avons voté notre budget il n'y a pas trop longtemps pour pouvoir commencer sérieusement à travailler, bien que nous avons déjà fait réaliser de belles choses. Samedi, nous serons, samedi matin, à Sainte-Rose, la région, à domicile. Eh bien, c'est sur cela que je me penche actuellement, et c'est le plus important pour moi. Être dans un gouvernement, par exemple, aujourd'hui, et d'ici un mois qu'on nous dise que vous faites peu partie du gouvernement parce que tel ou tel groupe a la majorité, je pense que c'est pas une bonne chose que vous voulez travailler, et sur le long terme. Alors pour l'instant, rassurez-vous que je suis très content pour les 2 ultramarins qui sont nommés le gouvernement. Actuellement, ce qui est important, c'est que ce gouvernement puisse commencer à mettre en place les propositions faites par le président pour l'outre-mer. D'accord, donc pour l'instant, vous vous cantonnez à votre action de président de région. Eh bien oui, ça c'est une des belles choses que j'ai pu avoir aujourd'hui, et on continue à travailler sans aucun problème. Marie-France là? Ouais.
moi, je n'ai pas vu. Tu l'as pas vu, c'est pas le bon conducteur. Voilà, on est donc de retour, on vous le disait, de nombreuses réactions. On va poursuivre avec celle de M. Harry Durimel, puisque vous le savez, parmi les nominés au ministère, il y a donc Nicolas Hulot, qui est lui le nouveau ministre de l'écologie. Il succède à Ségolène Royal. Nous avons donc interrogé Harry Durimel, qui est donc le leader de Caraïbes Écologie Les Verts, au micro de Nicolas Chi. Heureux qu'un homme de la stature, un écologiste de la stature de Nicolas Hulot soit nommé ministre à ce niveau-là, ministre d'État. C'est le second personnage de l'État. Lors de son élection, j'ai entendu Emmanuel Macron dire que le peuple, il a bien entendu le cri du peuple qui veut plus de liberté, plus d'écologie, et donc il a de la suite dans les idées, et cela veut dire que la France se donne les moyens de respecter ses engagements internationaux, puisque comme vous savez, avec le traité de Paris qui a clôturé la COP21, la France est engagée à mettre tout en œuvre pour réduire son empreinte carbone en allant vers la transition énergétique. C'est le combat des écologistes. Depuis tantôt, nous disons que la Guadeloupe est riche de ses ressources renouvelables, de ses énergies renouvelables. Nous sommes un pays qui n'a d'autre chance que l'écologie. Tant qu'on ne nous reconnaîtra pas que nous ne devons pas être dépendants de pétrole, de charbon et de matières premières importées, eh bien, nous resterons dans le sous-développement, dans la dépendance énergétique et la dépendance tout court. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle que l'écologie soit érigée au niveau de priorité nationale et voire même internationale. Et Nicolas Hulot à la manette, pour moi, c'est un partenaire avec lequel j'ai eu à échanger, puisque nous l'avons invité en Guadeloupe, nous l'avons reçu à Taronaba, et nous en avons gardé de belles images avec Kiko, le fabricant de jouets, le traditionnel, et la jeune qui a été primée pour son chocolat, Naomi, dont j'oublie le nom. Donc c'est un acteur pour nous qui est proche de nos ambitions, proche de nos convictions. Donc nul doute qu'avec Nicolas Hulot, nous allons pouvoir instaurer un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas du genre à venir dire que nous ferons allégeance au président Macron, nous ne nous revendiquons pas comme macronistes, mais nous relevons d'ores et déjà qu'il a fait un signe, plus qu'un clin d'œil, un signe qui devrait apporter l'adhésion des écologistes, dont je fais partie, aux politiques publiques qu'il va mettre en œuvre. Voilà, deux informations. On vient de parler de l'ouvrage de Raphaël Lapin, Autonomie, manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe. Je vais vous parler de notre ouvrage qui vient de sortir aussi aux éditions Jazor, mais qui sont très prolixes en ce moment. Ça s'appelle Blessures secrètes pour Louis, 1943. C'est un ouvrage de Luc Saint-Éloi qui sera notre invité très prochainement ici. Mais avant, je veux vous rappeler que dans 3 jours, c'est-à-dire le 20 mai exactement, à 18h à la médiathèque de Port-Louis, Henriette Nadir, Kozak et Luc Saint-Éloi seront effectivement dans une animation qu'ils vont organiser en honneur de ceux qui sont morts en 1943. Vous savez qu'en 1943, pour lui, il y a eu des incidents assez graves. Il y a eu des gens qui ont été assassinés et pour mémoire de ces événements de 1943, Luc Saint-Éloi et Henriette Nadir seront donc ensemble à la médiathèque de Port-Louis et diront un peu plus sur ce travail de mémoire. Nous aurons l'occasion d'y revenir puisque je vous ai dit qu'on va recevoir Luc Saint-Éloi qui est l'auteur de cette pièce qui a été jouée justement et qui retrace un peu ces événements importants de Port-Louis en 1943. Il est 12h58. On prend une pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour notre invité principal aujourd'hui. Je veux parler d'Olivier Servat qui sera tout à l'heure en direct avec nous, interrogé par Marie-France Gouijo avec moi. Et puis bien sûr nos chroniqueurs habituels, vous le savez déjà. Voilà, et 13h06, retour sur le ZCL et aussi sur Radio Haute Tension avec lequel nous sommes en direct. Mais tout de suite, on va faire un rappel des titres. Une dernière réaction suite à la nomination des différents ministres aujourd'hui.
Oui, c'est bien ça. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, un petit rappel des titres. On vous le disait, la réaction de M. Harry Chalus, président donc, de Région Guadeloupe, comme on vient de le dire, suite à la nomination d'une ultramarine, donc Annick Girardin, et de la Guadeloupéenne, donc Laura Flessel. Nous aurons une dernière réaction, cette fois celle de M. Didier Détouche. Et on parlera de basket, puisque la Ville des Abîmes, en partenariat avec la MJC, organise donc la 2e édition du Guada Basket Camp, qui aura lieu donc les 10 et 22 juillet prochains sur les terrains du bourg des Abîmes. Et enfin, le parcours du cœur, 42e édition de ce parcours qui se fait le long du littoral de Déhay, au départ de la maison des aînés. Nous le verrons donc en fin d'édition. Et je vous le disais donc, dernière réaction donc suite à la nomination de Annick Girardin donc comme ministre des Outre-mer, et également de Laura Flessel qui est donc la nouvelle ministre des Sports. Didier Détouche qui est donc ce fameux décrypteur qu'on reçoit régulièrement tous les vendredis. Donc sur le plateau du ZCL. Et bien voilà, nous l'avons contacté, nous l'avons rencontré, nous avons donc ses réactions. On regarde tout de suite un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Alors, ce qui est intéressant dans la formation de ce gouvernement, qui a été l'objet de certain nombre de tractations et de négociations, c'était de voir s'il allait prendre la forme de coup politique, mais aussi s'il allait montrer qu'avec ce gouvernement, on avait un programme en quelque sorte affiché pour les législatives et pour former donc une majorité présidentielle future pour le président de la République, Emmanuel Macron. Il respecte ses objectifs, il reste cohérent, 11 femmes, 11 hommes. Il verrouille tout l'aspect régalien en mettant autour de lui des ministres, des personnalités politiques fortes, comme Jean-Yves Le Drian, comme Gérard Collomb. Donc une relation de confiance qui lui permettra au président de la République de prendre en main et d'avoir les informations concernant l'État. Et puis dans un contexte de terrorisme, bien évidemment. Et puis il a de très grosses prises à droite. Gérard Philippe notamment, et Bruno Le Maire à l'économie, qui est une surprise. Une autre surprise, c'est Nicolas Hulot, à qui il accorde un ministère qui se trouve à la place numéro 2 dans l'ordre hiérarchique. Ça n'est pas rien et c'est très important. Je rappelle que Nicolas Hulot avait refusé d'entrer au service de précédent président de la République. Et puis la nomination non seulement d'une Guadeloupéenne à un ministère de plein exercice, Laura Flessel, mais en plus un ministère de plein exercice de l'outre-mer pour une ultramarine, Annick Girardin. C'est donc véritablement à la fois un bel exercice d'équilibre, un gouvernement avec de très hautes statures et qui respecte à la fois la parité mais aussi l'équilibre politique, puisqu'on a 4 personnalités venues d'En Marche, 3 des Républicains, 2 des socialistes et le reste de la société civile. C'était un pari risqué, il l'a réussi et vraisemblablement ça donne encore plus d'impulsion à sa dynamique politique pour les législatives. Maintenant, reste à voir si les autres en face arriveront à encaisser le coup et si surtout ce gouvernement va rassurer les Français et leur donner envie de donner cette majorité au président. Voilà, les 13h09, je vous l'ai dit, cette fois c'est la bonne. Olivier Serva est bien là. Nous l'attendions le dernier, mais pour des raisons techniques, on n'a pas pu l'avoir. Bonjour Olivier. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs. Marie-France Gouijo qui va interroger Olivier Serva avec moi. Et tout de suite, Marie-France Gouijo, quelques mots sur sa bio. Absolument. Alors, une bio rapide. Alors, vous êtes né, Olivier Serva, en juin 1974 à Pointe-à-Pitre. Vous avez donc 43 ans. Vous êtes marié et père de 2 enfants. Vous êtes professeur agrégé en économie et gestion au lycée de Bainbridge et à l'université. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes, conseiller municipal, conseiller communautaire à Cap Excellence. Vous êtes également le 3e vice-président au sein du conseil régional et en charge du développement économique. Vous aimez, Olivier Serva, vous aimez la course à pied, vous avez même fait de la compétition. Quand vous étiez enfant, catégorie poussin, vous étiez passionné par l'escrime et votre partenaire à l'époque n'était autre que Laura Flessel, notre nouvelle ministre des Sports. Et par-dessus tout, vous aimez les galodromes, c'est une passion que vous a transmise votre grand-père. Vous aimez également jouer à la belote et au domino comme votre père. Et vous aimez aussi cuisiner, parfois. Si vous aviez du temps, dites-vous, vous occuperiez mieux et plus de votre famille. Vous avez été également le premier à soutenir Emmanuel Macron, que vous êtes allé voir en septembre dernier à son QG. Et si vous permettez, je dirais que finalement vous lui ressemblez aussi. Vous êtes jeune, ambitieux, vous êtes économiste et vous êtes également peut-être un trait de caractère commun, pressé.
comme lui. Voilà, merci. Et à cela, j'ajoute qu'il est aussi candidat aux législatives dans la circonscription qu'on considère comme sa terre d'élection. Olivier Servat, première réaction à la nomination de Laura Flessel? Eh bien, un sentiment de fierté, bien évidemment, parce qu'une femme noire, une sportive qui a honoré la Guadeloupe, Petit-Bourg, la France, le monde, aujourd'hui à la tête de ce ministère de plein exercice, eh bien c'est une fierté pour nous, c'est la reconnaissance de cette terre de champions qu'est la Guadeloupe, et nous sommes très contents de pouvoir supporter de nouveau sous d'autres auspices Laura Flessel, qui nous a déjà rendus heureux et qui, je suis sûr, portera haut les couleurs de l'outre-mer. Pas trop déçu de la non-nomination d'Harry Chalus au ministère, parce que c'était un petit peu annoncé, c'était dans les tuyaux au moment, on en a beaucoup parlé. Personnellement, il m'a même dit qu'il le souhaitait. Bon, de toute façon, le mandat, c'est 5 ans. Il y a des remaniements ministériels, premièrement. Donc, ensuite, au prochain. D'accord. Oui, et puis ensuite, nous avons une mission importante à la région. Le changer d'avenir mené par le président Chalus avec son équipe doit continuer. Et c'est vrai que ce chef d'équipe à la tête de la région nous est précieux. Et on est content de le garder avec nous en Guadeloupe pour qu'on puisse impulser et continuer à le changer d'avenir. Alors, Olivier Servat, vous avez fait éruption il n'y a pas si longtemps dans la vie politique. Je voulais savoir qu'est-ce qui a conduit finalement l'expert comptable que vous êtes à choisir l'épineux chemin de la politique. Oui, c'est vrai, c'est une drôle de vie, la politique, drôle d'ambiance, c'est un monde très particulier. Je me souviens, je suis allé voir quand j'ai voulu me lancer, Lucette Michaud-Chevry. Elle m'a dit, vous savez, monsieur Servat, la politique, c'est très dur. Mais quand on vous dit ça comme ça de l'extérieur, vous ne vous rendez pas compte. En réalité, c'est au quotidien que vous vous rendez compte que vous devez sacrifier quoi? Premièrement, vos métiers, parce que vous ne pouvez pas progresser autant lorsque vous consacrez du temps aux autres. Vous devez sacrifier aussi votre famille, vos enfants. Je salue mon épouse et mes enfants qui sont d'un très grand secours. Vous sacrifiez vos amis parce que vous les voyez moins et vous avez moins le temps de faire tout ce que vous voulez faire, et vous sacrifiez votre santé et aussi votre argent. Voilà un peu ce qu'est la politique. Mais pourquoi ? Eh bien, pour se rendre utile à son pays, en réalité, pour pouvoir exercer des responsabilités et avoir la volonté d'agir à son humble niveau, pierre après pierre, apporter son petit grain de sable à l'édifice. Voilà mon ambition. Mon ambition, c'est la Guadeloupe, c'est la France, c'est pouvoir faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Je pense qu'on peut faire mieux avec de la volonté, de la conviction, de l'engagement, de la parole tenue et donnée pour redonner confiance à la population en cette classe politique qui est souvent un peu décevante. Eh bien, voilà, mon engagement, c'est apporter au niveau général, de l'intérêt général, au niveau de la cité, mon petit grain de sable. Alors, je viens de recevoir tout à l'heure Raphaël Lapin, vous connaissez bien cet ouvrage puisque vous l'avez préfacé. Vous êtes d'accord avec lui sur l'autonomie nécessaire pour la Guadeloupe? Parce que c'est ce qu'il lui expliquait il y a 15 minutes. Alors, Raphaël Lapin est très rafraîchissant. Voilà un jeune homme guadeloupéen, engagé et diplômé, qui a déjà écrit, il a son 2e livre. J'ai pris plaisir à lire cet essai et globalement, que nous dit-il? Et il est très bousculant dans son écriture, Raphaël Lapin. Il nous regarde droit dans les yeux et nous dit « Chers adultes, qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant pour la Guadeloupe ?» Et il dit aujourd'hui que l'autonomie n'est pas l'indépendance. Et c'est vrai, il faut le dire et le redire, souvent nos politiciens, pour des raisons souvent d'opportunisme ponctuel et conjoncturel, ont refusé le naturel, un peu d'avoir une cité guadeloupéenne unie dans ses responsabilités et compétences pour éviter les enchevêtrements de compétences et puis des guerres de clochers. On est un petit territoire de 410 000 habitants. On a besoin d'unité, de communauté, d'union. Et c'est vrai que je partage son avis sur l'autonomie. L'autonomie, elle est nécessaire sur la souveraineté énergétique, sur la souveraineté alimentaire, sur tout simplement la souveraineté guadeloupéenne dans la France et dans l'Europe. Et en ce sens, moi je crois que c'est le chemin. Le chemin pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, en tant que Guadeloupéens, nous pouvons montrer à la population que nous pouvons nous prendre en charge. Le président Macron ne dit pas autre chose. J'étais responsable de son programme. Que nous dit-il? Il nous dit, je suis d'accord à ce que vous puissiez faire des habilitations, des demandes d'habilitation dans le domaine, par exemple, de la diplomatie, dans le domaine de l'énergie, dans tous les domaines qui pourraient vous préoccuper, pourquoi pas la fiscalité, pour que vous puissiez démontrer que vos potentiels, on nous dit depuis tantôt que nous avons un potentiel extraordinaire, que nous sommes l'une des plus
belle destination au monde avec cet archipel et ces 5 territoires, ces 5 îles. Eh bien, chiche, allons-y. Inspirons confiance à la population, travaillons de concert et évitons des enchevêtrements de compétences. Je suis pour cette autonomie au quotidien à démontrer aux Guadeloupéens. Alors, il faudra, je passe la parole à Marie-France, mais il faudra quand même convaincre vos autres collègues de l'Assemblée de la région. Monsieur Lapin me disait, et je lui ai posé la question tout à l'heure, que peu d'élus, malheureusement, lisent les ouvrages politiques qui sortent. Alors, est-ce que vous allez être, puisque vous êtes le fruit faciès, vous allez être aussi le porte-parole de cet ouvrage? Et Marie-France va poser la deuxième question. Je m'y engage à être son porte-parole. C'est un attaché parlementaire, ça ne nous a pas échappé. Il travaille pour aujourd'hui quelqu'un dans le Pacifique. Oui. Il serait bon que ce garçon puisse travailler pour son pays. J'y pense bien, Marie-France. Et pourquoi pas pour vous? Pourquoi pas? Justement, sur l'évolution statutaire, comment interprétez-vous l'évolution justement de Victorin Lurel, qui longtemps était arc-bouté sur une non-évolution statutaire et qui récemment a pris un peu le contre-pied de ce qu'il disait auparavant? Il faut dire la vérité aux Guadeloupéens. On n'est pas là pour chercher midi à 14h. En réalité, Victorin Lurel est pour l'évolution statutaire institutionnelle de la Guadeloupe. Il était pour. Il était pour depuis 2003. Ensuite, par opportunisme politicien, que l'on peut comprendre, son la politique, il a pris le contre-pied de Lucette Michaud-Chevrier de la déclaration de Basse-Terre et effectivement, la population, considérant que nous n'étions pas prêts à aller vers cette évolution institutionnelle et non pas statutaire, on restait dans le cadre de l'article 73, il faut bien faire sa différence, on aura l'occasion, le cas échéant dans d'autres émissions, de le faire. La population a dit non, elle a eu peur de ne pas acheter chat en sac, etc. Donc, grosso modo, tous les responsables, Victorin Lurel est pour l'évolution institutionnelle au final, Jacques Gillot aussi, Guy Losbar aussi, Éric Jalton aussi, moi aussi. Donc, grosso modo, il faut y aller. Et Harry Chalus? Harry Chalus aussi, bien évidemment. Rien ne se fera sans consultation de la population, avec l'assentiment du président de la République et en restant ancré dans la France et dans l'Europe, parce que ce sont nos principales sources de financement, l'Europe. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui d'effrayer la population, mais de prendre nos responsabilités en nous regardant droit dans les yeux et en disant qu'aujourd'hui, ça n'est pas sérieux d'avoir une région monodépartementale. C'est ce qu'on appelle une curiosité, une monstruosité administrative. Simplement, il faudrait pouvoir dépasser quelques clivages politiciens pour pouvoir se dire, ok, eh bien allons-y en toute confiance, mais en étant conscient qu'il faut défendre les intérêts des Guadeloupéens avant tout. Bien sûr. Et vous êtes prêt à faire campagne sur ce mot d'ordre pour les législatives, à dire, en tout cas à le dire, parce que souvent on dit en Guadeloupe que nos politiciens fonctionnent avec leur drapeau dans leur poche. Alors est-ce que vous allez sortir le vote? Ce n'est pas mon style, j'allais dire monsieur Danico. Oui, je suis androniste. C'est mon prénom. Et ce n'est pas mon style d'avoir mon drapeau dans ma poche. Il s'agit, comme je vous le dis, d'avoir des responsables politiques. Tous, les principaux sont d'accord à ce que nous allions vers une évolution raisonnable avec la population. Donc oui, dans mon programme, il faut envisager cela avec le président Macron en restant bien dans la France, ancré dans l'Europe. Oui. Marie-France Gougeot. Pour revenir un petit peu historiquement, donc vous avez commencé, vous avez été accompagné par Jules Otto, par Max Mathiazin au PS. Vous êtes en fait dissocié d'eux après les élections municipales, puisqu'en fait ils ont préféré Jalton à vous-même. Et à l'époque, en fait, on a eu le sentiment que certaines personnes, comme Madame Borel, Mounien ou d'autres, en fait, vous avez un peu scié la branche. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Pas du tout. Moi, ce que j'ai vécu, c'est que ma section locale des Abîmes m'a identifié comme le candidat au municipal. La fédération guadeloupéenne, à l'époque c'était Max Mathiazin, m'a reconnu comme le candidat tête de liste municipale. Sauf que pour les villes de plus de 50 000 habitants, c'est le national qui décide. Et le national, en regardant de loin, a observé un député maire d'un côté et puis un jeune homme de l'autre qui n'a rien encore fait. Et puis ils ont choisi le député maire. Ce qu'on peut imaginer, sauf que ça ne m'a pas convenu, ça ne convenait pas à mes convictions, à mes croyances, et à ce moment-là, je me suis mis en congé de mon parti. Je suis socialiste, je reste socialiste, je serai socialiste toute ma vie, voilà, ça c'est clair, mais je n'ai pas eu de soucis avec mes camarades locaux, j'ai eu des soucis avec mes camarades nationaux qui ne m'ont jamais d'ailleurs consulté, sauf que, savez-vous, qu'ils m'avaient dit, Monsieur Servat,
vous êtes camarade, Olivier, vous êtes le premier des socialistes et M. Jalton est tête de liste. Ça veut dire quoi? Il m'avait invité à être premier adjoint de M. Jalton et à négocier la place aux législatives en 2017, ce que j'ai refusé parce que justement je n'ai pas mon drapeau dans ma poche. Oui. Et donc vous poursuivez là aujourd'hui le combat pour les législatives et en même temps pour la mairie. Alors, vous avez un choix. Alors, nous sommes en 2017. Oui. Et c'est vrai que Keynes disait, économiste prix Nobel, qu'à long terme, nous serons tous morts. Alors, 2020, c'est très loin. Mais concrètement... Pas tant que ça. Concrètement, aujourd'hui, nous sommes en 2017 et il y a une élection législative. Personne ne peut nier que le député sortant est un mauvais député. Dernier député de France, 3 mandatures, il a touché 1,3 million d'euros, 10 millions de francs. Pourquoi? Pour rien. Donc il faut aujourd'hui porter plus haut les couleurs de la Guadeloupe parce qu'on doit défendre la politique du président Macron, on doit défendre la politique régionale, on doit avoir un député qui défende bec et ongle les intérêts. Et j'ai une proposition. Cette proposition, c'est de créer un groupe d'hommes à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une idée neuve. Elle a été essayée par... Ça a existé déjà. Oui. Non, en tout cas, ça a été essayé, mais ça n'a pas réussi. Oui. Par Michaud Chevry, ça n'a pas réussi. Par Lurel, ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que les partis de droite et de gauche étaient très forts à l'époque. Aujourd'hui, on est dans une situation où les partis traditionnels sont affaiblis. Je crois qu'on peut, et c'est mon expérience de président de l'ordre des experts comptables qui me l'inspire, on peut pouvoir peser 27 députés ultramarins. C'est autant de poids qui nous permettront d'influer la balance. C'est ce que j'avais fait en tant que président de l'ordre quand je siégeais au Conseil supérieur. Donc, j'ai envie de faire cela et je crois que ce sera une utilité pour la population. Et donc, concernant 2020, le mouvement Ecosabim que je préside a dans son ADN statutaire, c'est écrit, l'objet d'administrer la ville des Abîmes. Donc clairement, en 2020, il y aura une candidature Ecosabim. Candidat naturel, comme on dit, c'est ça? En tout cas, il y aura une candidature émanant du mouvement Ecosabim. Ça, c'est clair. On ne va pas s'en cacher, mais aujourd'hui, nous sommes aux législatives et il y a des enjeux nationaux que l'on doit défendre. D'accord. Alors, votre suppléante donc, pour législative est une femme, ce qui va faire plaisir au président de la République qui a fait un appel, je crois, justement pour la parité. Oui. Donc, est-ce que vous vous considérez dans cette élection comme un challenger ou comme un favori? Bon, alors c'est vrai que nous avons effectivement une suppléante qui est une femme dont je suis très fier parce que... la mairesse de Capesterre, 3 fois maire de Capesterre, est une femme qui inspire confiance. C'est une femme qui, à travers ses 3 mandatures, sans aucun scandale, sans aucun coup bas, en tenant toujours sa parole. Et c'est important, ça rassure la population. Elle a été présidente de la communauté de communes, elle a été conseillère générale et régionale. Donc en ce sens, je suis très content qu'un maire m'ait fait confiance pour être mon partenaire, ma suppléante dans cette élection. C'est assez rare pour le signaler. Donc maintenant, le président Macron appelle effectivement à voir des femmes autour de lui. Je participe à ce mouvement-là. Suis-je favori au challenger? Là, vous savez, nous, on est dans la course. Je n'ai pas ce pouvoir d'ubiquité à être à la fenêtre et me voir passer dans la rue. C'est la population qui jugera. Moi, je suis dans cette course avec mon partenaire. On pédale le plus fort possible. On travaille le plus fort possible. On va à la rencontre de la population. On fait 2 ou 1 réunion par jour. On travaille, on propose. On a un projet qu'on va présenter dimanche. Et donc, c'est la population qui décidera de ma fonction de challenger ou de favori. Alors, en France, la ligne, on peut dire, de fond de Macron, c'est ni droite ni gauche. On l'a vu avec les nominations des différents ministères, des différents ministres. Mais en Guadeloupe encore, la gauche existe, la droite existe aussi. Comment vous allez vous situer aujourd'hui en tant que macroniste? Oui, Macron, c'est pas ni droite ni gauche, c'est droite et gauche en réalité. Oui. Macron a réalisé quelque chose qu'avait essayé Bayrou à son époque en 2007 et qu'il avait presque réussi. Il est allé, Emmanuel Macron, président Macron, du bout de Mélenchon, idéologiquement, jusqu'au bout de Fillon. Et dans ce corpus idéologique, il considère qu'il y a de bonnes idées et de mauvaises idées. Il n'y a pas de bonnes idées à droite et de mauvaises idées à gauche ou inversement. Il y a de bonnes ou de mauvaises idées. Je l'ai vu, moi, à l'œuvre, et c'est là où il m'a séduit politiquement, quand il était ministre de l'économie et moi, président de l'ordre des experts comptables. Il a su résoudre les problématiques notamment des professions libérales, avocats, notaires, huissiers et experts comptables, avec de l'écoute, avec du pragmatisme et du concret. Et donc aujourd'hui, je n'ai aucune difficulté à dire que moi je suis du centre-gauche. Je suis de gauche, je suis du centre-gauche. Eh bien, je me sens bien à travailler dans l'équipe régionale. On a montré déjà l'exemple avec le Changer d'avenir, cette équipe plurielle. Marie-Luce Panchard qui est du centre-droit, eh bien, nos connexions, je dirais, idéologiques sont très proches. Le président Chalus, c'est la synthèse de tout cela. Oui, mais l'électorat guadeloupéen, vous pensez que l'électorat guadeloupéen est déjà à ce stade? C'est-à-dire passer de ni droite ni gauche ou
droite ou gauche, etc. Mais si l'électorat européen a démontré avec l'élection régionale, ils ont accepté d'avoir une équipe plurielle avec des gens de droite, de gauche, des Guadeloupéens qui veulent défendre leur pays. Emmanuel Macron veut défendre la France. Et aujourd'hui, nous sommes, de toute façon, Monsieur Zandronis, depuis 30 ans, les politiques de droite ou de gauche ont échoué. Le chômage est aujourd'hui à 3,7 millions, c'est insupportable. En Guadeloupe, nous sommes à 30%, le chômage des jeunes est à 60%. Donc il faut, et Édouard Philippe l'a très bien dit, Premier ministre, qu'il faut essayer autre chose, parce que tout ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant n'a pas fonctionné. Alors, chiche, allons-y avec confiance, avec entrain, avec deux hommes rafraîchissants, Édouard Philippe et président Macron, inspirés par le président Chalus et l'équipe régionale, pour que nous puissions proposer à la France de redevenir une grande puissance. Son premier voyage en Allemagne est très symbolique. L'Allemagne, c'est 4,7% de chômage, alors que la France est 12%, 3 fois plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, des réformes courageuses n'ont pas été entreprises. Il faut les faire pour la France, pour les Français et pour les Guadeloupéens. La dernière question, Marie-France. Oui, alors, rapidement, cette fois-ci par rapport au Conseil régional, donc vous êtes président de la Commission économique et de l'octroi de mer, vous avez actuellement des dossiers délicats à traiter, notamment l'augmentation des taux d'octroi de mer. Comment est-ce que vous allez justement aborder pour séduire, en tout cas pour ne pas déplaire? Oui, question importante. Vous voyez, concernant l'octroi de mer, les présidents de région ont fait des propositions aux candidats actuellement présidents. Et dans leurs propositions, ils ont envisagé de décloisonner les taux régionaux d'octroi de mer pour les passer de 2,5 à 5%. C'est une éventualité, ça n'est pas encore acté. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces présidents de départements d'outre-mer disent que nous sommes responsables et que nous voulons coproduire le développement de notre pays. On n'est pas toujours là à attendre de la France ou de l'Europe, on veut aussi proposer. Cependant, cette proposition, c'est une coproduction et ça ne va pas dans un seul sens. Il ne s'agit pas uniquement d'augmenter les impôts de nos ultramarins pour dire à la France, ben voilà, on va se développer à un moment donné. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce groupe ultramarin à l'Assemblée nationale. La politique, c'est un rapport de force. On défendra fidèlement la politique de M. Macron, président, mais concernant les Outre-mer, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se comprenne. Et pour se comprendre, il faut qu'on puisse peser politiquement, il faut qu'on ait ce groupe d'hommes à l'Assemblée nationale. Donc, oui, nous avons des perspectives. Concernant les dossiers que je gère à la région aujourd'hui, je peux vous dire, je suis content. Vous savez pourquoi? En 2016, et ce n'est pas que grâce à nous, ce n'est pas que grâce à moi, mais c'est aussi grâce à la région, chef de file du développement économique. Le chômage a baissé de 2%. Le chômage des jeunes a baissé de 3%. Aujourd'hui, nous avons réussi avec cette équipe de pouvoir proposer aux porteurs de projets, les petits porteurs de projets, toute la panoplie des financements. Un, il faut qu'il ait un apport entre 10 et 20%. Deux, les subventions, 40%, arrivent aujourd'hui au bout de 4 mois alors qu'elles arrivaient au bout de 18 mois. Pourquoi? Parce que je me suis mis à travailler avec ma commission, une commission par mois, 2 commissions permanentes par mois pour faire passer les dossiers rapidement. Et on avait ce blocage sur les banques qui nous stressaient, qui nous compliquaient la vie. On a contourné les banques. On a mis en place avec la BPI un prêt régional sans garantie qui permet aux petits porteurs de projets, ceux qui sont en création et que les banques dédaignent, de pouvoir obtenir un prêt sans garantie, garanti par la région, entre 10 et 50 000 euros pour pouvoir financer les projets rapidement parce que la création d'emplois, ce ne seront pas les collectivités qui sont exsangues, ce sont les porteurs de projets, ce sont les entreprises qui peuvent créer l'emploi en Guadeloupe. Et donc je suis content du travail fait par la Commission. Vous êtes, c'est la dernière question, vous êtes vice-président de la région, il y a eu un véritable chamboulement, on peut dire, dans l'organigramme de la région, ça ne fait pas que des heureux, on dit qu'il y a un manque de concertation, de discussion avec l'ancienne équipe, alors on ne peut pas parler de chasse aux sorcières, mais ça a l'air quand même. Eh bien vous savez, il faut que l'on soit clair. Le président Chalus, l'équipe Chalus a pris son temps. Nous sommes arrivés, ça fait un mois, une année et demie. Et on a pris le temps d'observer, on a pris le temps de consulter. Figurez-vous que les 350 directeurs, chefs de service et sous-directeurs ont été rencontrés individuellement par la hiérarchie. Et on a pris le temps d'identifier les bons profils aux bonnes places. On n'a pas tout de suite coupé les têtes. D'ailleurs, le directeur général des services est toujours là. On n'a pas tout de suite. On n'a pas tout de suite, donc on les a quand même coupés. Mais vous savez, il faut à un moment donné se poser des questions pour savoir si les personnes sont à leur place. À un moment donné, il faut se poser la question parce qu'en fait, si on est arrivé qu'on ne change rien, on va nous reprocher d'avoir continué comme ça l'était. Or, ça ne fonctionnait pas de façon satisfaisante. Donc, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions et éventuellement, ça peut conduire à ce que certaines personnes qui étaient en poste depuis plusieurs années puissent voir une évolution de leur poste et avoir d'autres attributions. Ça fait partie de la vie classique du fonctionnaire, mais tout en
respectant la sensibilité de chacun et l'intérêt général de la région. Merci en tout cas Olivier Servan. On rappelle que vous êtes candidat aux élections législatives. On aura l'occasion sûrement sur Canal 10 de vous revoir dans une autre portion. On vous remercie d'être revenu enfin. Merci après 3 tentatives. C'est fait. Il est 13h30. On va rapidement prendre une pause de publicité et on va se retrouver. On remercie aussi Marie-France Gougeot et on va retrouver nos chroniqueuses qui sont là impatientes et qui attendent puisque le ZCL continue et puis bien sûr avec l'information avec Mandy. Voilà, il est 13h38 dans le ZCL en direct de RHT. Je vais d'abord saluer nos chroniqueuses. Bonjour Martine. Bonjour Danick et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Et vous savez que je vais râler encore, mais bon. Bonjour Jocelyne. Bonjour Danick. Mais tu pas la semaine dernière. Hein. Vous nous avez manqué. Mais ça me fait chaud car si j'ai manqué aux téléspectateurs. Mais oui. Ok. Bon. Bonjour à tout le monde, je salue. Bonjour aux auditeurs de RHT. Me voilà de retour. Dernière arrivée, première à passer. Comment gérer son stress au quotidien pour les examens? Bonjour Mina. Bonjour. Mina Liankamala qui est psychologue clinicienne. C'est sa deuxième émission, deuxième chronique. Et aujourd'hui, vous avez choisi, Mina, de parler du stress pour les examens, puisque c'est la période. Oui, tout à fait. Oui, alors comment on aborde ça? Expliquez-nous un peu. Le stress, c'est quoi? Alors, le stress, c'est une réaction normale, il faut le dire, qui est due à un excès de tension ou d'activité à flux tendu. Oui. Donc, ce stress peut comporter des conséquences désagréables qui peuvent nous empêcher tout un chacun de donner la pleine mesure de nos capacités. Mais il faut savoir qu'il existe des techniques naturelles pour vaincre ce stress. Alors, quelles sont ces techniques? La médecine ayurvédique, c'est ça par exemple? Oui, tout à fait. Donc, la médecine ayurvédique, c'est la plus ancienne médecine du monde. Et donc, l'ayurveda est efficace pour vivre longtemps et en bonne santé avec des techniques qui sont sans effort. Autre moyen de lutter contre le stress, le sommeil? Oui, un bon sommeil, c'est-à-dire un sommeil avant minuit. Avant minuit, hein? Oui. Donc si je vais en boîte après, je reviens, c'est pas bon. Donc ce sommeil-là, oui, il est perdu. Oui. Donc un bon sommeil permet de réparer le corps et d'aider à lutter contre les agressions durant la nuit, mais aussi de mémoriser tout ce qui a été appris durant la journée. Comme ça, donc on peut dire qu'un bon sommeil protège du stress. Alors, et au niveau de l'alimentation, est-ce que l'alimentation peut aider ou contribuer à lutter contre le stress? Oui, tout à fait. L'alimentation après le sommeil, donc c'est une composante essentielle pour gérer le stress. Donc, il est conseillé de manger à chacun des repas, donc petit déjeuner, dîner, pour lutter efficacement contre le stress. Ah bon, donc les repas équilibrés sont vraiment des anti-stress, on peut dire ça comme ça? Oui, mais il faut nourrir les cellules du cerveau et les cellules du corps parce que c'est un stress de se demander comment on va payer les factures, boire et manger. Et donc, une personne peut se retrouver en incapacité à gérer son stress si elle ne mange pas. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que le sport aussi peut aider à lutter contre le stress. L'exercice physique, en effet, permet d'augmenter l'appétit, de faciliter un bon sommeil et d'avoir des stratégies efficaces pour gérer face au stress. Alors, donc, bien dormir, bien manger sont les remèdes contre le stress. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent aider à lutter contre le stress, Mina? Il y a une technique de respiration qui implique d'utiliser le pouce et l'annulaire. Le pouce et l'annulaire. Voilà, en pliant les deux doigts de la main. Oui.
Donc je vais montrer aux téléspectateurs cette technique qui prend à peine 5 minutes. Oui. Donc avec le pouce, donc vous fermez la narine droite. D'accord. Tout en expirant. Je fais en même temps que vous. Oui. Ensuite, donc il faut inspirer dans la même narine. Oui. Et avec l'annulaire, fermer la narine gauche et expirer. Et ainsi de suite pendant 12 respirations de chaque narine. Alors on fait ça par exemple avant de faire une émission, une chronique pour éviter le stress ou avant de passer à la télévision ou bien si on est artiste avant d'aller en scène, sur scène? Oui, cette technique, elle peut être faite à tout moment avant un examen, avant un oral d'examen par exemple. Oui, c'est très intéressant pour les étudiants qui passent les examens ou pour toute personne dans son domaine d'activité. Alors Mina, on va résumer ça. Donc pour lutter contre le stress, alors on a dit bonne alimentation, sommeil, réparateur, un peu de sport et puis comment on appelle cette technique d'Ayurveda? C'est un nom particulier? C'est la technique de la respiration alternée. Parce que justement, on utilise les deux narines. Oui. Et pour terminer, donc il existe une plante que je vous recommande qui est en pharmacie, les gélules de Bacopa. D'accord. Donc nous allons voir justement la photo de cette plante. D'accord. Et donc, elle est utile pour gérer efficacement le stress. On l'ingère en gélule? En gélule. D'accord. Mais écoutez, si vous avez raté ce début d'émission, je vous conseille de voir demain sur le www.zcl.tv. Mina, on vous remercie. On vous retrouve dans une quinzaine de jours. Et on retrouve tout de suite Mendy pour la suite du journal avant de retrouver nos deux chroniqueuses qui sont toujours impatientes. Et disciplinées, j'ai envie de dire aujourd'hui. Très disciplinées. Oui. On dirait pas, hein, mais enfin bon. On dirait pas, oui, elles sont disciplinées aujourd'hui. Bref, un petit retour sur la mobilisation des sapeurs-pompiers qui perdure. Sans plus tarder, on regarde ce reportage. Le temps est très court. Un reportage signé Michel Héraclide. Population Guadeloupe, là, nous avons un problème. À cas pompier là, ni problème. Mais nous avons des grandes difficultés avec le président, nous, Faber Micheli. Manifestation là que nous avons menées aujourd'hui sont manifestations de protestation contre les décisions que Micheli prend au niveau du conseil d'administration à l'ESIS. Nous ne pouvons pas penser que dans l'irrespect à règles à l'État, décret à yo, procédure à yo, que yo ka imposer nous en directeur aux juges de la Guadeloupe, un directeur qui fait 10 ans et qui a maintenu pour 5 ans et nous pas rien à dire, c'est fermé bouche à nous. Là, présent, là, nous venons face à la population Guadeloupe pour dire comme ça qu'à cause de nous, ni trop souffrance, ni trop maladresse et que nous pas accepter encore. Il y a des moments qu'il faut autorité à nous user de fermeté à eux pour éteindre des situations qui ne sont pas acceptables. Il n'est pas normal que Micheli a passé à tous les médias vis-à-vis des syndicats à nous qui défendent l'intérêt personnel là, qui a discrédité nous tout à part des propos que nous ne pouvons pas imaginer. Il y a un soutien directeur, ça c'est problème. Mais nous, c'est nous qui avons souffert en ces casernes-là, des casernes qui ne sont pas adaptées, des casernes qui ne sont pas rénovées. Et là, il y a dit nous maintenant, nous aujourd'hui là, nous enragés, nous, à la population là, excusez-nous, mais à un pays là, ça, tant qu'on n'a pas réagi avec fermeté, pas monde pas écouter, pas monde pas attendre vous. Merci population, soutienne pompiers à autres, parce que le combat là, nous va mener, c'est pour autres. Voilà, et sans plus tarder, on va accueillir la chronique indisciplinée. Ah oui, totalement indisciplinée. Et on ne dit même pas ce qui s'est passé en coulisses. On ne va pas dire. On ne va pas dire à nos téléspectateurs, mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on va commencer par la plus indisciplinée, c'est Martine avec le CSM. Comme ça, Culture selon Martine. Bonjour Martine. Bonjour Dani. Qu'est-ce que signifie ce geste? Ah, je ne sais pas du tout. Je ne sais comme pas Mina a parlé. Ah, c'est pas moi qui ai fait ça. Par contre, oui. non, mais en qui défendre moi, j'ai pas besoin d'avocat
pour ça, je n'ai pas besoin ni de Maritza, ni de Franz. Oui. Ça, c'est un geste qui a été fait par quelqu'un d'autre dans le studio. Je ne désigne personne. Je suis loi blanche, là. Oui. Mais par contre... on verra l'émission tout à l'heure. Mais par en contre... replay, Ah oui, vous fait. verrez. Et par contre, je continue à dire que moi, pour faire suite à ce que disait Mina, et ça, je suis capable d'assumer ce que je dis, je disais à Mina, mais en off, que l'amour aussi, c'est quelque chose... L'amour spirituel, non, l'amour. Fais l'amour. Ah, donc, à bande la zotvelé. Mais... En français, en créole, c'est pas faire l'amour. C'est pas pareil, hein. Bon, d'accord. Enfin, si vous voulez faire cocolo, c'est même bien là. Ah non, encore plus. Non, mais bon. Talent dit. Ah, d'accord. Je tomberai pas dans ton piège. Et donc, ça, c'est pas ma chronique, mais toujours est-il pour dire que ça aussi, c'est déstressant. Bon, La preuve, alors, tout le monde rit sur le Quoi de neuf, plateau. Martine, sur le puisque front nous parlons culturel. de sport, il est question du meeting. Écoutez, chers téléspectateurs, chers auditeurs, désolé, la chronique, elle va commencer comme elle commence, c'est-à-dire en ouvouet, pas nippon avant et puis nippon derrière. Hein? Attention. Hein? Alors, en tout cas, aujourd'hui, on parle de sport. Très rapidement, le meeting d'athlétisme, c'est en ce moment. Il va commencer à 16h30 à Bemao, vous le savez. C'est un meeting qui va rassembler cette année les plus grands champions. Il y a la liste, hein. Mais en tout cas, c'est partout. Toutes les infos sont partout. Allez à Bemao cet après-midi. J'ai assisté plusieurs années consécutives. Vous y serez, Martine? Sauf aujourd'hui, non. J'ai d'autres obligations et je le regrette infiniment parce que c'est un magnifique moment de voir tous ces athlètes, de les rencontrer, de les voir transpirant après, etc. Ah oui, ça rigole. Hein. En tout cas, meeting d'athlétisme, c'est aujourd'hui 16h30 à Bemao. Un big event pour moi cette semaine, c'est Gospel Art. C'est la 2e édition. C'est porté par Pac-Man. Je tire mon chapeau à Pac-Man au travers de cette manifestation. Ça nous permet d'avoir une diversité. C'est un très bon graphe, hein, Pac-Man. Comment? C'est un très bon graphe. Oui, mais pas seulement, puisque là, il a réuni un grand nombre d'artistes autour de lui pour cette magnifique exposition qui s'appelle Gospel Art 2017. Il avait fait la première il y a 2-3 ans, c'était Arimi Nessuta. Et là, il y a quand même des artistes du graffiti. Il y a également des artistes comme Joël Nankin, mais il y a aussi Semi-Brève. Il y a également des artistes comme, son nom va me venir tout à l'heure, Guy Gabon pour le Land Art. Et puis, une autre artiste que j'aime beaucoup, c'est Féliline Lucol, qui nous a fait des œuvres magnifiques que j'espère que nous allons voir là maintenant. Son travail est fait à partir de récupération, donc de bouteilles, de bouchons, de capsules en tout genre. Ça, c'est une autre artiste qui habille les vêtements en jean autour de cadres, c'est vraiment sympa. Et ça, c'est un travail de Féliline Lucol, donc 2 paravents qui ont été faits uniquement avec des objets de récupération, c'est sublime. Il y a un autre objet qui est un mannequin également, donc avec une robe de couleur faite là également avec des capsules. Vraiment, c'est un travail extraordinaire qui mérite le déplacement. Cette exposition a commencé le 6 mai et se terminera donc le 26 mai prochain. C'est au pavillon de la ville et tous les samedis, il y a des animations artistiques. Vous aurez les Lacheco, entre autres. Vous aurez d'autres artistes qui sont là chaque samedi, donc il y a musique, danse, performance. Allez voir cette exposition magnifique parce que nos artistes se donnent du mal. Je continue toujours dans le milieu artistique, cette fois-ci c'est pour le Festival du Graffiti, 7e édition. Ça n'a pas commencé, mais il y a un appel à artistes, puisque cette édition va être, je pense, magnifique. 7 ans, 7 villes seront visitées. Pour rapidement, il y aura Bemao, il y aura Pointe-à-Pitre, il y a le Gosier, il y a également Saint-Claude, Sainte-Anne, j'en oublie sans doute. Une dizaine de dates, qui vont se faire du 28 juin au 9 juillet, avec une performance nomade à Pointe-à-Pitre où 10 sites seront visités par des graffeurs avec des techniques différentes. Il y aura également des graffeurs venus de 4 coins du monde, donc Haïti, Brésil, c'est l'artiste invité, Drica Chagas, on verra une de ses œuvres tout à l'heure, mais également d'Espagne, un immense artiste qui vient d'Ibiza et qui expose déjà dans de nombreuses galeries, ainsi que l'un des parrains du festival Congo, qui avait été également membre du jury de la première édition. Donc une palette d'une dizaine d'artistes venus des 4 coins du monde qui vont cette année venir enrichir cette 7e édition du festival du graffiti. Donc appel à artistes, vous pouvez donc nous envoyer ou appeler tout simplement. Vous allez sur la page Facebook Festival du graffiti et vous trouverez les dossiers d'inscription. Voilà, on continue.
Je ne parlerai pas des premières assises parce qu'on n'aura pas le temps, mais je vais vous donner quelques informations simplement sur un autre événement, puisqu'il faut faire très très vite, hein, n'est-ce pas? La fête de l'étincelle, je peux en dire 2 mots, c'est du 23 au 24 juin, du 23 au 25 juin, pardonnez-moi, à Galba, comme d'habitude. Fosse à Famille, c'est Fosse à Guadeloupe, c'est Fosse à Famille, et le thème, ça tombe très bien, vous vous rendez compte que sans se consulter, eh bien, c'était la même thématique que celle de la région, du conseil départemental, pardon, autour des assises de la famille. Donc là, c'est le thème de cette année, mais avec une particularité, le Run Kilti en famille, donc un grand rallye où la famille peut s'inscrire en groupe, famille, enfants, grands-pères, etc., pour visiter et redécouvrir la ville de Sainte-Anne au travers de ses rues, au travers de ses musées, au travers de ses personnalités. Donc 5 km de Run Kilti, entre autres, une grande soirée Zumba, également un championnat de natation. Vraiment, il y a de très très belles choses cette année dans cette fête de l'étincelle qui se tiendra du 23 au 24. Là aussi, il y a un site Facebook, Fête de l'étincelle, et vous aurez toutes les informations, le programme, et vous pourrez vous inscrire pour les danseurs de Gros-Cas au premier concours guadeloupéen de danseurs de Gros-Cas. Voilà. Bien, c'est fini. Ça sera tout. Bien, juste, on passe tout sans transition. Une date, la dernière. J'en donne une seule. Agenda, c'est une date exceptionnelle. C'est le 17 mai. C'est aujourd'hui. C'est la dernière date de la quinzaine caribéenne de la danse. C'est à l'Archipel. Et c'est avec Catherine Denessi, une jeune danseuse guadeloupéenne qui a fait ses classes aux États-Unis et ailleurs, qui est sublime. Allez voir ce spectacle. Mi-chaud, mi-froid. Et c'est à 20h ce soir. On ne va pas quitter les États-Unis, puisqu'on va parler du mouvement NAPI avec Jocelyne. Je ne sais pas si son générique est prêt. Coco et Abricots, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du mouvement NAPI. Donc vous allez me dire le NAPI, qu'est-ce que c'est? Le NAPI est né, on en reparle beaucoup depuis le XXe siècle, le début du XXIe siècle, c'est-à-dire les années 2000, avec un organisme qui avait lancé le Natural Hair Movement, c'est-à-dire le mouvement des cheveux naturels. Et en Europe, on a fait exactement la même chose en parlant du mouvement NAPI, d'où la contraction naturelle et NAPI. Mais le naturel heureux, de retrouver ses racines. Mais à l'origine, le NAPI n'était pas si heureux que ça parce que ça remonte à l'esclavage. Et on décrivait comme NAPI tous les esclaves qui arrivaient et qui avaient les cheveux emmêlés, qui n'étaient pas coiffés. Et c'était vraiment dit de manière péjorative dans la bouche des maîtres de l'époque. Et c'est pour ça que ce mouvement est né, pour vraiment décrier, c'est-à-dire d'un mot qui était péjoratif, qui était chargé de négativité. Ils l'ont mis en positif en disant oui, maintenant soyons fiers de nos cheveux, on peut les mettre en valeur, nous sommes noirs, oui, et on l'accepte. Donc c'était c'est à la suite aussi du black, du pouvoir, du black, enfin j'en perds mes mots à cause de Martine, bien sûr. C'est à la suite du Black Power. Du Black is Beautiful. De Black is Beautiful et du Black Power qui s'est passé dans les années 50. Et là aussi, ces personnes mettaient leurs cheveux vraiment en avant, disant que voilà, nous sommes noirs, nous sommes dans une société qui ne veut pas de nous, mais on se montre tel qu'on est. Voilà. Mais il faut savoir que le NAPI qui est là, avec les premiers afros qu'on connaît de l'époque d'Angela Davis, c'est du Black Power, ça remonte à 1940-50 avec les Éthiopiens et les Kenyans qui, eux, luttaient d'une part contre les colonisateurs anglais et italiens chez eux, et leur signe de ralliement, c'était leurs cheveux, qui traditionnellement étaient en afro. Donc tous les soldats, tous les guérillos, ils avaient un afro. Et de là, les Black Panthers ont pris cet insigne pour pouvoir rallier les Américains et leur dire voilà, nous sommes issus de là. Enfin, les Noirs américains, les Afro-américains, bien sûr, les Afro-américains, nous sommes issus de là et on les met en valeur. Et donc c'est pour ça aussi qu'à cette époque, on a vu les premiers peignes afro avec un point sortir. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, j'ai un peigne basique, mais il y avait les peignes afro en métal avec le point. Et souvent, ils se les mettaient dans les cheveux et ils marchaient avec. Mais il faut savoir que pour revenir à l'esclavage, pourquoi les cheveux des esclaves étaient de telle manière? Quand on les a enlevés de la terre d'Afrique,
on les a, pour dire c'est vraiment un enlèvement, ben, ils sont partis sans peine. On peut même dire arraché. Oui, on peut dire ça aussi. On peut faire arracher. Ils sont partis sans peigne et ils n'avaient rien pour pouvoir entretenir leurs cheveux. Sachant que les premiers peignes que je montre là, ça date de plus de 6000 ans. C'est-à-dire qu'ils avaient une culture du coiffage, une culture, c'est-à-dire qu'ils savaient se coiffer, ils savaient vraiment dompter la crinière qu'on nous dit qu'on a, mais ils savaient le faire. Et arrachés à cette terre d'Afrique, donc ils sont partis sans peigne, sans rien du tout, ce qui fait qu'arrivés ici, donc les femmes, pour ne pas déplaire à leur maître, à se cacher les cheveux sous des fichus, des vieux bas, pour les assouplir parce qu'il manquait quelque chose, elles prenaient de la graisse des cieux pour mettre dans leurs cheveux. Et toujours pour paraître. Et dès qu'elles pouvaient, elles se mettaient des perruques. Les premières choses qu'elles ont fait, elles ont pris des fers chauds pour pouvoir se lisser les cheveux, pour pouvoir être acceptées par cette classe dominante. Et même après l'abolition, ils ont continué dans ce sens-là en faisant les défrisages. Le premier défrisage, ça a été fait en 1909 grâce à Gareth Morgan qui a inventé le premier défrisant. Mais avant, ils se mettaient de la soude dans les cheveux. Et pour pouvoir trouver du travail, pour être accepté, parce que sinon, avec les cheveux naturels, ils n'étaient pas acceptés. Donc, on comprend mieux le travail que les Black Panthers et le Black is Beautiful a fait pour que les Noirs retrouvent leur identité sur ce point. D'ailleurs, même avec des locks dans certaines entreprises, on refuse encore des... Toujours, parce qu'il y a cette image dévalorisante, alors que c'est faux, c'est une coiffure naturelle. Et il faut savoir que les locks, à la même période du Black Panther, dans les années 50-60, il y avait le mouvement Rastafari qui avait un sens plus spirituel à l'époque que maintenant, où vraiment c'était les deux pendants. Il y avait l'afro d'un côté et de l'autre côté il y avait les locks avec Bob Marley qui était vraiment l'égérie de cette coiffure. Bon, maintenant on peut dire que depuis 5 ans maintenant, on peut dire, bon, le nappy, on l'entend à toutes les sauces. Beaucoup de stars sont à la tête de ça, que ce soit les stars américaines, que les stars françaises. En France, il y a Rokhaya Diallo, que dernièrement on avait reçu ici, qui est adepte du nappy. Il y a l'écrivain depuis quelques années de Toni Morrison, qui elle, prône ses locks. Alors avant elle était afro, mais maintenant elle a ses locks et qui le fait. Bon, il y a des chanteuses, des stars, mais elles veulent, c'est plus vraiment, ça va au-delà de l'idée politique de revendication de je suis noire, je monte. Non, ça c'est plus s'affranchir des dictats de la mode, c'est-à-dire ne plus être obligé de se lisser les cheveux parce que c'est beau, parce qu'on considère que c'est beau, ne plus obligé de paraître plus clair qu'on est. Bon, donc elles vont dans ce sens-là et redécouvrir aussi, bon, je suis noire, le cheveu noir est beau au naturel. Et donc, il faut le mettre en valeur. Certes, il y a des manières de le discipliner. Ça s'apprend de toute manière. Le cheveu a besoin d'être hydraté, d'être coiffé, mais il révèle sa beauté. Il est différent que du cheveu caucasien. Beyoncé n'a pas compris ça. Mais à un moment, elle l'a fait. Elle l'a fait à un moment, mais elle met beaucoup de tissages. Elle met des tissages, elle met des perruques, mais elle le fait. Par contre, sa sœur, elle est totalement restée, Solange Knowles, elle est totalement dans le nappy et elle le prône. Sachant que pour commencer au nappy, les personnes vont dire oui mais c'est difficile, elles sont tellement habituées à faire le défrisage que pour elles c'est difficile de se retrouver sans cheveux, ou bien comment elles vont faire parce qu'elles ont perdu cette habitude de voir leurs cheveux les coiffer. Bon, il y a deux méthodes, il y a le drop shot, la première méthode où on coupe et on laisse pousser. Big chop. Ouais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. D'accord. C'est la grande coupe, voilà, le grand élagage. Et il y a aussi la méthode de transition où vraiment elles coupent petit à petit, elles laissent pousser et elles font des coiffures de protection. Les coiffures de protection, ça peut être des nattes, des tresses, des vanilles, ce genre de choses pour permettre aux cheveux de pousser, de respirer, de les approfondir. Et comment on entretient le nappy? Très très bien. On fait ce bain d'huile parce que c'est un cheveu qui est quand même s'il paraît, il est bouclé comme ça, mais c'est un cheveu qui est fragile. Il a besoin d'être hydraté. Oui, donc il faut beaucoup l'hydrater. Avec de l'eau. Vous étiez là hier avec Mendy, comment il s'appelle Suzy Sozio. Elle a apporté un produit magique qu'elle a inventé et qu'on passe sur le cuir chevelu et sur la peau. Et qui hydrate. On a besoin de beaucoup d'hydratation et de nourrir le cheveu. Donc ça peut être des huiles comme l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile de carapal. Alors bois d'Inde, propolis. Voilà. Le bois d'Inde, ça chauffe. Donc ça active la pousse parce que ça chauffe au niveau du cuir chevelu.
Et ensuite, j'en ai passé sur ma tête et depuis ce matin, ça pousse. Ça repousse. C'est un produit miracle, il faut déposer le brevet. Donc, il faut vraiment, pour l'entretenir, c'est vraiment ça. Hydratation et les nourrir. Et ensuite, c'est bon. Et ensuite, le soir, faire des coiffures comme les cacacabrites, comme on appelle ça. Ils ont un autre truc, les bantou-knots, ou bien d'autres vanilles pour les faire pousser, pour les assouplir et les démêler. Voilà. Simplement. Alors, il y a un lexique Napi rapidement. Un quoi? Un lexique Napi. Ah, le lexique Napi, bon, le co-wash. Hein. Ça, bon, toutes les personnes qui font du Napi connaissent. C'est quand on se lave une fois par semaine les cheveux, au lieu de prendre un shampoing qui est un peu plus fort, ben, on prend un shampoing doux. L'après-shampoing, on fait un shampoing doux, c'est juste pour retirer la poussière. Donc, il y a les masques, il y a le Fro Arc, c'est ce que j'ai là. Oui. Un peu iroquoise, un peu. Donc, il y a le tiny afro, qu'est-ce que c'est? C'est les petits afros. Quand ça commence à pousser, on a tout petit afro et c'est bien, quoi. Et puis il y a les tresses aussi, comme notre ami Mendy. Ben oui, les tresses, c'est totalement nappy. Hein. Ouais. Et quand aussi on est en période de transition, c'est parfait aussi de faire les tresses. Elle est nappy, Mendy? Elle est totalement nappy depuis le temps quand même. Oui, d'accord. Elle était en curcuma, mais enfin bon, elle a changé. Le curcuma a changé de tête, hein, visiblement. Oui, je ne dirais rien dessus, quoi. Voilà. Deux petits mots avant de terminer, il est 14h02. J'ai fini avec le nappy pour aujourd'hui. C'est dommage parce qu'on peut dire plein de choses, mais bien comme d'habitude. Donc aujourd'hui, toujours merci à Florence Barba. Oui. Qu'on peut contacter au 06 90 19 84 40. Je signale que c'est celle qui fait ma mise en beauté. Et je voudrais dire que Kafka Énergie organise du 6 juin au 3 juillet un stage de FIMO marchandises et de FCO marchandises. Et donc c'est pour tous ceux qui veulent renouveler leur FCO et FIMO, donc de les contacter au 05 90 93 63 11, 05 90 93 63 11, ou bien sur kafkaenergie@orange.fr, et ce sont les professionnels de la conduite. Merci. Juste une question à Mina avant de conclure. Mina, vous êtes présidente d'une association d'Ayurveda. Est-ce qu'il y a des réunions qui sont prévues, des ateliers, vous en faites? Oui, tout à fait. Donc c'est une association qui est très active sur toute la Guadeloupe. Et prochainement, donc, il y a une conférence le 27 mai à la Rotonde à Saint-François qui est organisée par l'association Amicale du Levant. Et vous y serez? Oui, je serai l'intervenante sur comment bien utiliser sa mémoire. Merci en tout cas à vous toutes d'être là le mercredi. Merci Martine. Merci à bientôt pour les conseils pour le stress. On l'a noté. Merci à Jocelyne pour le geste. Et merci à Mendy d'être au journal. Et puis merci à Mina et à tous ces gens qui font le ZCL, aux amis de Radio Tension aussi avec qui nous sommes en direct. Et je regrette, on devrait recevoir Patrick Caram. Je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau téléphone, il n'a pas pu le joindre. Peut-être qu'on essaiera demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve. Oui. Demain, c'est jeudi. Demain, c'est jeudi. On n'est que jeudi, on se retrouve demain à 12h30. D'accord, c'est parti. Salut à tous.